Rodman là. Rodman il est un peu perdu en défense sur cette action. Il est même complètement perdu. On ne sait pas où il est. C'était le no man's land dans la défense de Chicago et Karl Malone en a profité. 15 points pour Karl Malone, mais uniquement des points près du panier. Un petit sujet, Georges. Oui. On va perdre d'envie. Le troisième match Chicago-Indiana, première partie, c'est lancé. Allez, c'est parti pour l'examen de la finale de la conférence Est avec la troisième manche entre Chicago et Indiana. Listen to the crowd, a standing ovation at Market Square. They are on their feet. This is indeed the biggest game in the history of the franchise. Indiana, they've got to win today because nobody has come back from a 3-0 deficit. Menés 2-0 à l'entame de ce troisième match, les Pacers doivent impérativement s'imposer à domicile. Sous la conduite de Reggie Miller, Indiana compte déjà 7 points d'avance à l'issue du premier quart-temps. Ensuite, Chicago répond par l'intermédiaire de son duo de All-Star, Pippen-Jordan. Recovered by Longley, ahead to Pippen. Here come the Bulls with a 3-on-1. Jordan to Pippen, to the dunk, and a foul. Ooh. Now he moves against Derek McKee. Jordan glancing baseline right to the hoop, laid it in with the left hand. Oh, Michael Jordan. Chicago compte jusqu'à 8 points d'avance, mais Indiana réagit immédiatement. By Antonio Davis on the help. Here's Rose, dishing to Jackson, who ties the game. Emmenés par les 30 points de Sa Majesté Jordan, les Bulls reprennent 8 longueurs d'avance. Mais beaucoup plus grave pour les Pacers, Reggie Miller, souffrant d'une cheville récalcitrante, doit rejoindre le banc. Larry Bird n'a pas d'autre choix que de remettre son joueur sur le parquet au moment du Money Time. Et là, Miller réalise l'une des performances les plus courageuses dans l'histoire des playoffs. Miller, he comes up shooting. And Reggie Miller, a cold-blooded shot out of the left corner. Pratiquement sur une seule jambe, Miller score 13 points dans le quatrième quart-temps, dont 3 paniers à 3 points. Reggie Miller again for 3 on the left side. Reggie Miller has stuck 2 big three-pointers. Dans la zone, Miller, dans le Money Time, est tout simplement inarrêtable. It's Reggie. Shot, bottom of the net. Indiana remporte cette troisième manche 107 à 105 et revient donc à 2-1. May have finished the Bulls. The game is over and the Pacers stay alive as they cut into. Allez, on est revenu. Il reste 4 minutes 30 à jouer. Ballon pour Luc. Oh là là, quelle faute de Ostertag sur Luc Longley. Complètement feinté par l'Australien. Deuxième faute d'Ostertag. Et Luc Longley est à 90% de réussite au lancer franc au play-off. Donc c'est pas sur lui qu'il faut faire la faute. En saison régulière, il était à 75%. C'est très bon pour un pivot. Avec un changement sorti de Tony Kukoc, retour de Dennis Rodman. Luc Longley qui a le temps de se concentrer sur les lancers francs. Oui, on voit ses stats. Finale 97. Dernière finale, oui. Il avait été meilleur contre Seattle, en fait. Et il est un peu moins performant en attaque en play-off qu'en saison régulière cette saison. Plus 5. Rien n'est joué dans ce match 1. Stockton. Surtout que Chicago va défendre comme des forcenés. À chaque panier va voler de l'or. Chris Morris avec la planche. Une feinte qu'a mis dans le vent Jordan. Et les remplaçants comme toujours de Utah. 6 points pour Morris qui joue très bien son rôle. Toute la salle est debout pour accompagner les joueurs d'Utah en défense. Jordan absolument tout seul. Faut peut-être pas l'oublier tant que ça. « 28 points pour Michael Jordan. Stockton. Bon, le match se ralentit de plus en plus. On ne voit que du jeu posé sur demi-terrain.
Oh là, c'était l'estocade s'il le mettait. Hein. Oui, mais à mon avis, pas un très très bon choix de la part de Chris Morris. Tant mieux pour le suspense, il a raté. Jordan, Oh là Jordan, là. Jordan, toujours 30 points pour lui. Et il ramène les Bulls à 3 points. Il porte à bout de bras les Chicago Bulls. Et en plus, il n'a pas l'air trop fatigué. Il a encore du jus. Karl Malone qui continue d'arroser. Et pourquoi il persiste? Ça, on ne sait pas. Les 6 paniers qu'il est marqués étaient tous marqués sous le cercle ou sur dunk. Là, c'était vraiment pas un bon choix quand on est dans un mauvais jour. Oh, égalité! 3 points. 3 points pour Scottie Pippen. Premier panier à 3 points de Pippen du match. Oh là là, le hold-up est possible pour les champions titre, messieurs, dames. Temps mort d'urgence demandé par Jerry Sloan après ce passage catastrophique pour Utah. Et ce festival des deux stars, Michael Jordan et Scottie Pippen. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Phil Jackson a laissé Jordan et Pippen si longtemps sur le banc dans les 3 ou même les 4 premiers cartons. C'était pour avoir ces deux stars en pleine bourre pour la fin du match. Et c'est exactement ce que Jordan et Pippen sont en train de nous montrer. Ils sont en pleine bourre. Jordan qui récupère la gardée à 3 points, 2 sur 13 pour Chicago, Utah 0 sur 7, mais il me semblait que Brian Russell avait mis un panier à 3 points, peut-être que ce n'était qu'un panier à 2. En tout cas, deux équipes très très maladroites extérieures, tout se joue dans la périphérie de la raquette et dans la raquette. 7-0 en 1 minute 12 dans le vrai money time, dans les vrais moments décisifs. Et si cela n'est pas le signe d'un énorme champion, d'une équipe légendaire, il n'y en a pas. Et tout cela, c'est parti d'une excellente qualité défensive, privant Utah de toute bonne position de tir. 19 points pour Scottie Pippen, 7 sur 16. Au tir, 1 sur 5 à 3 points. Mais quel 3 points réussi par le lieutenant préféré de Michael Jordan. Oui, il était à 0 sur 4 à 3 points. Mais avec son expérience, avec sa confiance, il a quand même tenté ce 5e shoot à 3 points qu'il réussit pour égaliser. Mais bon, attention, maintenant, c'est au niveau du courage et on va voir si Utah a vraiment de la moelle parce qu'ils sont défiés, ils sont dans leur salle et c'est maintenant à Utah de répondre. Regardez, Chicago a marqué 2 fois plus de points au 4e carton qu'Utah. Utah a 2 minutes 34 pour se montrer à la hauteur de l'événement. Et dans la tête, Karl Malone doit quand même se poser de sacrées questions. Lui qui a arrosé tout le match, il en est à 6 sur 21. Ce qui est catastrophique pour lui. Il a quand même un double-double, 15 points, 11 rebonds. Et à la limite, la seule chose que je lui reproche, c'est son dernier shoot tenté de loin, après avoir tout raté à mi-distance. Ce n'était pas le moment. Le public a compris le danger. Et retour d'Antoine Carr. Jordan, le leadership avec ses actions, mais aussi avec sa voix à la mi-temps du 7e match contre Indiana. Il a dit, bon, maintenant les gars, on arrête de critiquer les arbitres et on joue. Et c'était le moment décisif dans les vestiaires, disait Phil Jackson. John Stockton. Karl Malone a perdu. Et heureusement pour Utah, Michael Jordan n'a pas pu contrôler ce ballon. Il a l'air perdu sur le terrain, Malone. Il doute. Il est contré par Rodman. Quelle action de Rodman! Incroyable. Là, il s'est dit, je vais m'approcher du cercle. Et malheureusement pour lui, Rodman était là. Panier à 3 points peut-être de Scottie Pippen. Tir manqué de Pippen et rebond de Malone. Bon, c'était au même endroit où il vient de marquer. C'était pas un mauvais choix pour moi, ça. Avant que la défense du Tan se replace en plus. Bon, ils vont continuer à jouer avec Malone qui va essayer de se rapprocher du cercle. Voilà, Oh. un tir gonflé. Karl Malone qui ne perd pas confiance. Pourtant, il a arrosé, on vous l'a dit, tout le match. Et là, il réussit enfin un panier un petit peu loin du cercle pour donner 2 points d'avance au Jazz. 1:35 à jouer. Rodman avec Scottie Pippen.
Ah, si on va se retrouver dans les mêmes positions que l'année dernière. Jordan. Il reste très peu. Et rebond pour Karl Malone. Au niveau du rebond, Karl Malone très présent, c'est clair. 13 rebonds pour Malone, meilleur rebondeur du match devant Rodman. Une 10. Quel suspense. Parole à la défense de Chicago maintenant. Tous les ballons vont à Malone. C'est ouvert pour Karl Malone. Il les a tous ratés. Et là, il en réussit 2 de suite à la périphérie. Incroyable. Wow. Après les paniers de Jordan et de Pippen, maintenant Malone montre pourquoi il est probablement le meilleur ailier fort ou numéro 4 dans toute l'histoire de la NBA. Il rate son match et puis à la fin, quand son équipe a vraiment besoin de lui, il met 2 paniers qui valent de l'or. 55 secondes à jouer, 4 points d'avance pour Utah. Au moment où on se disait que Utah allait prendre un vieux coup sur la tête après ce 7-0 infligé par les Bulls, le temps mort de Jerry Sloan arrive au bon moment. Et au moment que je disais que Malone avait tort d'insister à mi-distance, il m'a cloué le bec avec 2 shoots d'une importance énorme pour son équipe et pour ce public. Vous avez vu son regard, les petits yeux au ciel après ce panier réussi, il fait se dire enfin je l'ai mis. Et derrière il a retrouvé la confiance. Il tente un tir quand même très difficile parce qu'il est très loin pour lui. Et surtout vous avez vu, il a rectifié la trajectoire de son tir. Au lieu de shooter directement vers le cercle avec une trajectoire trop plate, là il a bien arrondi la trajectoire, donnant davantage de possibilités au ballon de rentrer dans le cercle. C'est tout simplement l'intelligence du jeu. Alors dans les playoffs, lorsque les Jazz ont gagné, c'est-à-dire à 11 reprises, il a tourné à 28,5 points. Et dans les défaites, 20,7 pour Karl Malone. Les Bulls qui restent sur 3 défaites à l'extérieur. C'était face à Indiana. Oui, toujours avec des tout petits scores. Alors, c'est incroyable. Ils ont commencé les playoffs en perdant 2 matchs sur 3 contre Houston. Et ils étaient quand même dos au mur, les Jazz. Ils auraient pu être éliminés avec un match à Houston. Et on l'a vu sur le canal, ils sont allés gagner à Houston pour arracher un 5e match qu'ils ont gagné à la maison, les Jazz. Donc ils ont commencé avec 2 défaites en 3 matchs. Et depuis, les Jazz ont gagné 10 matchs sur 11 en playoff. C'est quand même très fort. Surtout avec des équipes en face comme les Spurs de San Antonio et les Lakers. Ouais, les Spurs notamment, qui avaient... pas les Clippers et Denver. Ouais. Qui ne font pas très souvent les playoffs, je te signale. Non, mais c'est une illustration, on appelle ça. D'accord. C'est vrai que battre San Antonio, qui a du répondant à l'intérieur, c'était déjà un bel exploit pour Malone et compagnie. Bon, Chicago doit marquer 2 fois. Oui, moins d'1 minute. Scottie Pippen. Faute sifflée contre Karl Malone. Faute au défenseur. Oui, parce que là, si l'arbitre siffle passe en force, à mon avis, le match est gagné pour les Jazz. Alors à vous de juger. Oui, il glisse un peu quand même. En Europe, ils auraient donné la faute à l'attaquant, c'est sûr. Mais il continue à bouger vers sa gauche. Moi, je trouve que c'est une bonne décision. Et d'ailleurs, en Europe, on devrait plus siffler comme ça pour avantager un peu les attaquants. Alors, le spectre des lancers francs manqués pour Scottie Pippen, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il est toujours à 100% de réussite, 5 sur 5. Il a marqué 20 points, Pippen, quand même, au jeu loué. Avec 7 sur 17 au tir, 5 rebonds. C'est important de mettre le deuxième pour n'avoir que 2 points d'écart. Voilà, il l'a mis. Et 51 secondes, on ne peut pas gérer 2 points et 51 secondes. Chicago n'a qu'à défendre très bien une fois. Karl Malone face à Luc Longley. Et rebond pour Jordan. Le tir était bon pourtant de Brian Russell, mais ça ressort. C'était pratiquement pour le match, ce 3 points. Jordan pour égaliser. Rebond de Pippen, colossal. Et il demande un temps mort. Oh, il y avait une séquence de folie. Il faut dire, le match a été, bon, un tout petit peu ennuyeux pendant 3 quarts temps.
mais le quatrième est animé c'est et fabuleux. Et même, il y a des belles actions. Parce que là, vous avez vu Pippen aller chercher ce rebond qui redonne espoir aux Bulls après les 2 points manqués par Jordan, qui cherchait la faute sur Hornacek 2 fois. Tire un petit peu court, de toute façon, on pourrait très bien avoir une prolongation. Rebond, mais énorme de Pippen, parce que le match était pratiquement gagné pour Utah si Utah récupérait la possession. Avec 2 points d'avance et moins de 24 secondes. Ah non, il se passait plein de choses. Et d'ailleurs, si Russell mettait son 3 points après la prise à 2 sur Malone, qui a fait une passe très intelligente en redonnant derrière Russell, alors là, c'était fini aussi. Hein. On peut très bien avoir une prolongation. 79-77, 2 points, 23 secondes. Le temps mort va avoir son pesant de cacahuètes. Alors est-ce que Chicago va jouer la gagne ou jouer la prolongation? Bah, normalement, quand on joue à l'extérieur, on dit qu'il faut jouer la gagne avec un 3 points. Mais comme je disais l'autre jour, avec une ligne à 3 points plus éloignée à 7,23 m, le pourcentage à 3 points est plus bas cette saison, donc c'est plus difficile de mettre un panier à 3 points. Et je crois que vous avez plutôt intérêt à égaliser, à marquer un 2 points et jouer la prolongation. Parce que c'est vraiment la loterie, c'est un coup de loto, quoi. Et surtout qu'il n'y a pas vraiment de problème de faute pour les joueurs de Chicago. Donc il n'y a pas tellement à gérer cet aspect. Et ils n'ont même pas l'air terriblement fatigués, parce que le match s'est joué à un faux rythme aussi. Hein. Alors l'annonceur qui veut demander du bruit au public pour mettre une énorme pression sur les joueurs de Chicago. Il en faut plus, surtout que Jordan dit « J'adore calmer un public, j'adore mettre le dernier panier dans un silence de mort ». Bon, dans le 5e match, il a mis un 3 points, un peu dans la même situation. Dans le premier match à Chicago, il a mis carrément le panier décisif à la fin. Alors est-ce que Jordan va encore réussir un exploit qui va encore rajouter à sa légende? Il en a envie. Hein. Contre Indiana, il n'a pas eu la réussite. Il a eu plusieurs fois l'occasion de marquer ce panier de folie. Scottie Pippen avec Jordan. Oui, il va chercher la faute. Non, passe à Longley. Et il met dedans. 14 secondes. Et nouveau temps mort. Ah oui, là en ce moment ça dure. Évidemment. Panier très très important réussi par Luc Longley. 10 points pour l'Australien. Oui, donc comme il ne restait pas trop de temps sur l'horloge des 24 secondes, ça a été très très bien joué pour trouver Longley et qui met ce panier important pour égaliser. Mais évidemment, vous avez compris, 14 secondes restant maintenant pour les Jazz de marquer le panier de la victoire. Ça serait surprenant que là, ils prennent un tir extérieur. Ils vont essayer de tenir au minimum les fautes. Au pire, 79 partout. Quel scénario! Utah a pratiquement été devant tout le temps. Il y a eu jusqu'à 8 points d'avance pour les Jazz. Et puis, cette fin de match incroyable de Chicago. Jordan qui attaque, il redonne à Longley. Pippen se place au rebond. Longley force un peu, il est en déséquilibre. Et ça, c'est peut-être un des plus beaux paniers de sa carrière. Hein. Égalisé comme ça dans un match de la finale NBA, il est content, l'Australien. Il le sait qu'il est important, ce panier. C'est Crocodile Dundee time avec Luke, l'Australien Longley. Ah, le joueur le moins flashy avec Bill Wennington de l'équipe de Chicago. 10 points aujourd'hui et 5 rebonds en 24 minutes pour le pivot Longley. 4 sur 6 au tir. 2 interceptions. Pas mal quand même comme feuille de stats dans ses moyennes habituelles. Alors, je vois bien la prolongation quand même. Et d'ailleurs, j'aimerais bien. Je vous avoue que voir une prolongation, ça serait un régal. En plus, on a encore un quart d'heure de temps d'antenne. Faudra pas traîner. Hein. Bon, je vais descendre dire à Phil Jackson de faire plus vite, alors Bruno. Ouais, hein. Très bien. Regardez tous les joueurs extrêmement concentrés. Et sur ce temps mort, tactiquement, qui doit être capital pour les deux coachs. Oui, évidemment, maintenant, sur le plan tactique,
l'équipe de Utah va essayer de bouffer le temps, shooter à 3 secondes de la fin du match. Si le tir est raté, ça donne une possibilité de rebond offensif. Mais il ne faut pas non plus donner même 2 ou 3 secondes à Jordan et aux Bulls pour un dernier tir. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué quand même la passe de Jordan sur Luc Longley. Il avait attiré toute la défense. Utah avait décidé d'aller à 2 ou 3 sur Jordan et l'empêcher de réussir un miracle de plus. Ah, c'est intéressant. Utah a préféré prendre le ballon sur la ligne de fond au lieu de le prendre au milieu de terrain. C'est tactique, tout ça pour avoir plus de place. Avec la faute de Michael Jordan sur John Stockton. Oui, parce que on n'est pas encore dans une situation pour shooter au niveau des fautes d'équipe. Il reste plus que 7 secondes après pour le tir. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il a fait la faute pour faire perdre un peu de temps à Utah. C'est bien joué. Sur la prochaine faute, par contre, il y aura 2 lancers francs. On va recommencer. Oui, Rodman doit laisser 1 mètre au passeur pour faire la remise en jeu. Je peux vous dire que devant la raquette, c'est l'embouteillage. On croirait une remise en touche au rugby. Oui, et tous les joueurs sont alignés. Ça va être aussi physique d'ailleurs. Antoine Carr qui sort, remplacé par Howard Esley. Oui, pour avoir un shooter à distance de plus sur le terrain. Et spécialiste des paniers au buzzer. Faut pas oublier ça pour Howard Esley. Donc c'est dur pour donner le ballon. Oui, il demande un temps mort de 20 secondes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Utah ne voulait pas prendre le ballon sur la ligne médiane tout à l'heure. Parce qu'il y a 5 défenseurs face à 4 joueurs qui se démarquent pour essayer d'avoir le ballon. Et donc ça facilite quelque part aussi la défense sur la passe de la remise en jeu. Quelle bagarre nerveuse entre les deux coachs, les deux équipes. C'est impossible en ce moment même de donner une passe de 2 mètres. Par contre, vous avez compris que si on se retrouve avec seulement 3 ou 4 ou 5 secondes sur l'horloge, l'équipe va toujours demander le ballon sur la ligne médiane pour essayer de trouver tout de suite une position de tir dans leur moitié de terrain. Alors on prend les mêmes et on recommence pour la 3e fois. Brian Russell pour la remise en jeu. Tout le monde aligné devant la raquette. Bah, normalement, il devrait chercher Malone le plus près du cercle possible. On a Check face à Steve Kerr. Prolongation. Voilà, on a la prolongation après ce tir manqué de John Stockton. 79 partout. Alors que dit Scottie Pippen? Il râle un peu pour un problème. Oui, non, je vais vous dire. Pippen dit que le ballon est sorti en passant au-dessous du panneau. Et donc à ce moment-là, ça aurait fait ballon à Chicago plus 1 ou 2 secondes pour tenter un dernier tir. On va le revoir avec le ralenti. Stockton est coincé, donc il tente un tir désespéré. Alors jusque un peu là. court. Alors là, le ballon touche l'eau du panier. À mon avis, il a raison, Pippen. Normalement, ça arrête le chrono et c'est ballon aux Bulls avec 1 seconde, 3 ou un truc comme ça. Il s'en veut John Stockton, mais vu la position, il avait quand même très peu de chance de réussir ce genre de panier. Et on se retrouve donc avec une prolongation. C'est cool. C'est génial. Regardez la dernière action au ralenti. Oui, c'est pour ça qu'on nous remontre justement le chrono. Le ballon va toucher le cercle, rebondir et toucher le haut. Et c'était à 1 seconde 2 à peu près. Même pas. 1 seconde. Oui, mais 1 seconde, quand vous avez un temps mort, plus le droit de reprendre le ballon sur la ligne médiane, c'est le temps pour donner le ballon à Jordan qui shoot dans la foulée. Hein. Il faut un peu la tête, les Jazz, parce que c'est vrai que ce match, ils l'ont un peu laissé échapper. Oui, exactement. Les Jazz menaient tout au long du match et puis sur 2 paniers et un 7-0 réussi au bon moment par les Bulls, tout est remis en question.
Et puis là, sur 5 minutes, tout est encore possible. Surtout que sur le visage des joueurs de Chicago, on a l'impression qu'ils sont en train de vraiment croire dans une victoire éventuelle et aussi dans une façon aussi de récupérer l'avantage du terrain. Ça, c'est énorme. Allez, ça va être parti pour 5 minutes de jeu effectif dans cette prolongation. 5 minutes de folie. Avec un score toujours quand même bien bloqué, 79 partout. Match de défense, deux équipes assez maladroites, deux équipes très tendues. Et la prolongation va rien améliorer à ce niveau-là. Mais disons que pour les 4 dernières minutes du temps réglementaire, ce match est quand même assez passionnant, même si jusque-là, on était resté un tout petit peu sur notre fin. Ostertag dans le 5 pour démarrer cette prolongation à l'entre-deux avec Luc Langlais. Ballon gagné par Chicago. Et puis ça joue toujours à un rythme digne de l'Euroleague en finale. C'est un score d'Euroleague parce que ramené à 40 minutes. Exactement. Tir manqué de Scottie Pippen et gros rebond de Brian Russell. Où est-ce qu'il en est au niveau stat, Russell? Dans les rebonds, il est pas mal, je pense. Quand même. 8 rebonds, 15 points. Il fait un super match. Et il joue beaucoup, 44 minutes de temps de jeu. Stockton. Hornacek. Tir difficile. Il ne va pas y avoir beaucoup de paniers dans cette prolongation. Il faut faire l'effort en défense pour les Jazz. Steve Kerr. Et enfin, une petite accélération, mais le repli défensif des Jazz et d'ailleurs de Chicago aussi est très performant. Luc Langlais dans sa position favorite. Et le rebond. Quelle bagarre entre Malone et Rodman pour prendre le rebond. Un petit coup d'épaule et envoie Rodman. On ne respire plus dans le Delta Center. Ça, c'est une passe archi décisive de John Stockton pour son vieux copain Karl Malone. C'est un peu le cliché quand on parle d'Utah, mais là, c'est vraiment l'illustration. Oui, quelque part, ça serait sympa que ces deux grands joueurs gagnent un titre enfin aussi. Scottie Pippen qui perd le ballon et John Stockton avec la faute en plus de Steve Kerr. Une action à 3 points peut-être pour le meneur des Jazz. Le jeu à deux, classique, et surtout l'agilité de Karl Malone qui pèse quand même 120 kilos. Et c'est Hornacek qui a piqué le ballon dans les mains de Scottie Pippen. Et la faute de Steve Kerr sur John Stockton au lancer franc. 5-0 réussi par Utah. Ah oui, en moins de 2 minutes. 5 points d'avance maintenant pour les Jazz. Où est Jordan? Le voilà. Faute de Brian Russell sur Michael Jordan. Avant le shoot. Donc, pas de lancer franc pour Air Jordan. Troisième faute de Brian Russell. Steve Kerr. Il est encore capable de tout faire, Jordan. Et là, il provoque la faute d'Ostertag. Ouais, la moindre feinte, Ostertag là-dessus ne peut pas faire grand-chose vu son gabarit. Une fois lancé. Alors qu'on revoit la défense d'Hornacek sur Scottie Pippen. Et le métier d'Hornacek dominé par Pippen, mais il s'en sort bien avec cette interception au bon moment. Ça vaut 3 points de l'autre côté pour son coéquipier. Michael Jordan sur la ligne des lancers francs. À ce moment-là, il ne va pas les rater, Michael Jordan. 31 points pour lui. Sur 7 au lancer franc. 81% au play-off au lancer franc pour Jordan, un peu court sur le deuxième. Et ballon récupéré par les Jazz, ça vaut cher peut-être. Il reste 3 minutes exactement. Oui, parce que Chicago doit marquer 2 fois derrière.
John Stockton. 7 secondes. Oh, il se bagarre, Brian Russell. Il y aura un entre-deux. Non. Ah, ça, c'est décision quand même. Oui, ils ont accordé le temps mort Oui. à l'Anglais. Disons qu'il avait 70% du ballon et l'autre avait 30% du ballon. Donc l'arbitre a décidé qu'il avait la possession. On va le et revoir. On va pouvoir juger. Bon, il plonge et ça c'est bien pour un joueur de 7 pieds. Oui, oui, oui. Il avait le ballon. Et d'ailleurs, je dirais qu'il y avait pratiquement une faute de Roussel parce qu'il est derrière lui et il l'enveloppe au niveau des épaules. Il a du mérite de plonger sur ce ballon parce que quand on fait cette taille-là, c'est jamais évident de plonger sur un parquet. 4 points d'avance, 84-80. À mon avis, c'est loin d'être fini hein, quand même, parce qu'en 2-42, 4 points, même dans un match très défensif où tout est bloqué, c'est quand même peu de choses. Rodman avec ses couleurs et l'Anglais qui arrive quand même à rire et à garder le sourire. On peut dire quand même que c'est des joueurs qui ont l'habitude de ce genre de rendez-vous et de ce genre de match au couteau. Oui, c'est ce qu'un journaliste, l'ancien coach de Portland, Jack Ramsey, nous disait ce matin. Il est toujours étonné de voir Phil Jackson qui accepte très bien les défaites et qui se dit qu'il va apprendre et essayer de faire mieux la prochaine fois. Tandis que Ramsey, quand il était entraîneur, à chaque défaite, c'était sa mort. La fin du monde. La fin du monde, voilà. Alors que le réalisateur nous remontre cet entre-deux et ce temps mort demandé de justesse par Luc Longley. Voilà, Chicago doit marquer 2 fois. Donc c'est pas la peine de bombarder à 3 points. Il reste 2 minutes 42, beaucoup de temps. Il y a au moins 7-8 possessions encore potentiellement. Alors le ballon. Non, il n'y a pas d'entre-deux en fait, le ballon est pour Chicago. Non mais justement, je vais vous expliquer. L'Anglais a demandé un temps écouté. mort. Même si on n'était pas loin dans l'entre-deux. Jordan face à Brian Russell. Oh, très fort, il va au dunk et il est contré. Il est contré par Un smash de Ostertag. Jordan contré. Ils étaient à 2 au contre, Malone et Ostertag. On le reverra certainement tout à l'heure au ralenti, ce contre énorme. C'est pratiquement à chaque fois des balles de match. Ah, ça, oui. c'est incontrable. Ça, c'est indéfendable, Michael Jordan. 33 points pour le dieu Jordan. 2 points de retard pour les champions en titre. Et 2 minutes à jouer. Stockton. « 8 secondes pour le tir. Oh là là, ça c'est un tir Très complètement mauvais choix. forcé. Vous De voulez Jeff la Hornacek. faute. Là, je pense que Malone aurait dû être l'attaquant Prioritaire, principal. hein. Mais c'était bien bloqué, hein, Karl Malone, pour lui donner le ballon. Il était loin aussi du panier. Alors Jordan, il reste 4 secondes pour le tir. 2 secondes. Oh, manque de lucidité. Eh oui. Le meilleur joueur de l'histoire. Ça, c'est quand même fou, ça. Il a tiré après les 24 secondes, Michael Jordan. Normalement, Faut dire il dans le devrait avoir un horloge dans sa tête et les yeux rivés sur l'horloge des 24 secondes au-dessus du panneau. Il a attendu trop longtemps. En plus, il a fait une passe. Donc, il a été complètement Il perdu. savait pas. Oui, il savait pas. Faut dire, devant lui, il avait une muraille avec notamment Ostertag et Russell. Mais il ne sentait même pas l'urgence. Regardez le dunk. Oui, Bon, il y a peut-être... il y a peut-être une faute sur son bras aussi. Ouais, à mon avis. Karl Malone. Mais enfin, dans la folie de cette prolongation. Bon, il enchaîne avec un petit shoot en reculant Incontrable. superbe. Et nouveau temps mort, donc bien sûr. Bon, est-ce que la fatigue commence enfin à se faire sentir chez Jordan et les Bulls avec ce manque de lucidité sur une action si importante? Parce qu'au moins, il aurait dû shooter à la fin de ces 24 secondes, mais il faisait une passe, donc il n'avait vraiment aucune idée
du temps qui restait sur l'horloge des 24. Je crois qu'il s'en veut un petit peu, Jordan. Il dit comment j'ai pu faire une erreur pareille. C'est ça, c'est peut-être une fatigue mentale. Il faut dire, il a donné quand même dans ce match. Il assure le score pratiquement pour les Bulls à lui tout seul avec Scottie Pippen. 33 points pour Jordan, 21 pour Pippen. Regardez, il reçoit le ballon, il reste 5 secondes. Et déjà, quand il reçoit le ballon, il devrait savoir à peu près combien de temps il reste sur les 24. Là, il aurait pu chuter, mais bon. Il y avait Ostertag en aide. Il est grand, il fait 2,14 m. Ouais, c'est l'aide d'Ostertag qui l'a un peu perturbé, à mon avis. C'est dit, je vais me faire contrer. Il s'était déjà fait contrer une fois tout à l'heure. Ostertag qui est avant tout un pivot défensif. Il ne faut pas lui demander de faire le show en attaque. 1-19, 2 points d'avance pour Utah. Et le ballon sera pour les Jazz. Regardez la répartition des tirs réussis et des tirs manqués par Jordan, c'est un petit peu partout. Hein. Oui, il shoot de partout, il réussit de partout et il rate de partout. Bon, il est à moins de 50% de réussite, mais comme tu disais, Bruno, il a beaucoup donné. Il a tenu le baraque dans un match très défensif. Parce qu'après prolongation, on est quand même qu'à 84-82. Et il reste 1 minute 15 à jouer. Possession capitale pour Utah. Stockton. Oh, passe dans les pieds de Malone. Jordan sauve le ballon, mais ils sont en touche. Et Phil Jackson aurait voulu une faute. Manque un peu de lucidité quand même de Stockton. Là, c'est vraiment du rugby. Jordan qui défend bien sur Malone. Et il met la main dehors, donc je crois que c'est bien sifflé. Oui, bien arbitré, avec ce ralenti. Et pourtant, les arbitres, eux, n'ont pas de look, n'ont rien. Stockton. Oh, encore une défense avec ses bras longs qui traînent dans les couloirs de passe. Ça fait quand même 2 actions négatives de Stockton. Jordan défendu par Hornacek avec toujours en aide Greg Ostertag. Il va y aller là. Ah, là, il a le temps, oui. Oh là là, mais c'est refusé. un génie. Panier refusé. Faute avant de Jeff Hornacek. Oh là 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 là. Alors Chris Morris va rentrer. Bon là c'est Kerr qui est venu piquer cette passe de Stockton. Et il y a toujours 2 points d'avance. Et rentrée de Tony Kukoc qui pourrait être le killer de l'équipe d'Utah. On sait qu'il aime aussi les tirs à la dernière seconde. Oui, mais il n'a fait que 3 sur 11 ce soir et 6 points. C'est peut-être le moment qu'il va choisir pour se réveiller. Hein. Oui, à mon avis, ça va être tout sur Jordan quand même. Luc Langlais face à Ostertag. Oh là là, il veut aller lui-même, il perd le ballon. Ballon Jazz. Oh là 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 là. Bonjour les cafouillages. Qu'est-ce que c'est chaud. Avec un temps mort, un de plus. Qu'est-ce que c'est chaud. Il n'y a pas un ballon propre à la limite. Tout est contesté. Pas les décisions des arbitres, mais les ballons. Hein. Ce qui est contestable aussi, c'est donner le ballon du match à Luc Langlais pour attaquer en 1 contre 1. Oui, parce qu'il reste 28 secondes après le temps mort. Il va pédaler dans la choucroute. Le ballon glisse de ses mains. Bon, il y a une faute d'Ostertag derrière. Oui, temps mort, voilà, demandé par... Regardez les mains. Oui, comme tout à l'heure, avec Langlais qui était par terre, il demandait le temps mort. Et Luc Langlais s'est dit, je suis plus rapide, plus mobile, plus technique que Ostertag, qui fait un... Pour une fois. Oui. C'est Russell qui est venu en aide, il a touché le ballon dans les mains de Langlais. Il a été exemplaire, hein, Brian Russell, aujourd'hui. Ouais. Ben là, il a piqué le ballon, si vous voulez, entre guillemets, où il a gêné Langlais, et après il plonge sur le ballon, il demande le temps mort, et c'était le ballon le plus important jusque-là. Quelle tension, quel suspense. Bon, c'est un match quasiment interminable, hein, faut le dire, avec le record du monde des temps morts. Oui, et on a le chef de chaîne qui est en train de transpirer dans sa loge. On s'en excuse, mais bon, on n'y peut rien. Et donc avec 28-4, ça veut dire qu'il y aura forcément une dernière possession à Chicago. Oui, en plus, ils vont essayer de tirer à la limite, donc il va rester 6-7, peut-être
secondes pour la dernière possession pour Chicago, largement le temps de réussir un panier. Oh, vous avez vu l'énorme faute d'Ostertag sur l'onglet. C'était du football américain là. Ouais, même une bonne prise de judo. Allez, on a envie que ça redémarre. Il reste 28 secondes. Le ballon pour les mains de Karl Malone. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas marqué King Karl. Il a 21 points, 9 sur 26 au tir, 14 rebonds. John Stockton qui a eu quelques frayeurs sur les dernières possessions. Oui, alors attention, si Utah marque ici, les carottes sont quasiment cuites. C'est tellement dur de marquer le moindre petit panier. Stockton! Oh, quel panier! Il reste 9 secondes. 9 secondes à jouer. Un panier impossible réussi par John Stockton qui restait sur 2 actions complètement manquées. Et là, il réussit un panier de feu pour donner 4 longueurs d'avance au Jazz. 9 secondes. Temps mort demandé par Phil Jackson. Oui, tout au long du match, il a dominé dans le duel face à Steve Kerr, qui, un peu comme Kukoc, est assez faible en défense. Stockton 9 sur 12 au tir, 22 points. C'est son meilleur match des playoffs à la marque et de loin. Son pourcentage est excellent. Il a donné 8 passes décisives. À 36 ans, il a envie de gagner enfin le titre. C'est peut-être sa dernière chance. Il doit le ressentir comme ça. En tout cas, il est quand même présent. On peut dire que c'est un joueur qui prend ses responsabilités, qui ne fuit pas les moments chauds. Sloan, un peu comme Larry Bird, n'affiche pas ses émotions. Non, mais à mon avis, là, il est au bord de l'attaque cardiaque quand même sur ce match. Oui, alors Chicago... Encore plus peut-être que Phil Jackson, parce que lui connaît l'importance de gagner ce premier match psychologiquement pour une équipe qui n'a jamais gagné un titre. Ce premier match à domicile. Oui, et ils peuvent se dire aussi que Chicago va être crevé vendredi. Hein. Ah, ça, ils vont laisser de la gomme, ça c'est sûr. Peut-être le deuxième match sera plus facile pour Utah que le premier. Parce qu'avec cette formule en fait de 2-3-2, si Chicago gagne un match à Utah, après ils peuvent venir conclure à United Center en restant maître chez eux. Avec 3 matchs d'affilée à la maison. Mais comme les voyages sont longs entre les deux conférences, la NBA préfère cette formule. Allez, c'est reparti. Bon, Chicago 9 secondes. Wow. Doit chercher un tir très très rapidement à 2 ou à 3 points, peu importe. Et après faire faute. Mais franchement, c'est un peu mission impossible pour les Bulls. On en avait vu d'autres hein, quand même. Alors c'est Kukoc qui donne évidemment à Michael Jordan. Kukoc qui va prendre le tir à 3 points. Et il le met. Oh, il le met. Incroyable. On vous l'a dit, c'est un joueur qui est capable d'exploits hallucinants. Faut faire faute tout de suite. Faute de Michael Jordan sur Brian Russell, il reste 4 secondes. Jordan voulait être sûr que l'arbitre comprend qu'il voulait faire faute. Donc il lui a arraché le bras. C'est ça. Ah, attention, il n'y a pas assez de faute d'équipe, oui, donc il ne shoot pas encore. Il faut faire très très rapidement une nouvelle faute. Sortie de Steve Kerr, on fait rentrer un défenseur de fer, en plus Scott Burrell. Sur la prochaine faute, de lancer franc pour les Jazz. C'est Jordan qui défend sur John Stockton. Oh, attention, il a du temps. Non. Il y a faute sur John Stockton. Parce que je voulais dire, il a bouffé un peu du temps en dribblant 2 fois. Donc cela va laisser que 3,5 secondes aux Bulls après les 2 lancers francs. Pour mettre à 3 points. Voilà, à condition que John Stockton mette les 2 lancers francs. Il en est à 4 sur 5. Est quand même très fort. Hein. Il a raté son match, un peu comme Malone tout à l'heure. Et puis il plante un 3 points qui redonne espoir aux Bulls. Ah mais un 3 points de folie réussi sur une par passe Tony de Kukoc. Jordan. Il sort du banc, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas joué. Et bingo. Et je crois que c'était son premier 3 points du match en plus.
Rodman parle à Phil Jackson et Jackson n'a pas l'air de vouloir l'écouter là. Ouf pour John Stockton. Il réussit son lancer franc et il a sorti le match. Oui, mais le deuxième et après Chicago va rechercher une nouvelle fois coup de coach à mon avis. Ils ont marqué à 3 points en moins de 3 secondes. Tout à l'heure. Oui, mais là ils sont loin. Il n'avait plus de temps mort à Chicago. Il fallait jouer tout de suite. 3 points pour Pippen. Oh, la fin de match. Incroyable. Et Utah qui s'impose 88-85. Après prolongation, une fin de match hallucinante. Chicago battu dans ce premier match de la finale, mais alors quel suspense. Oui, Chicago n'avait plus de temps mort pour ensuite récupérer le ballon sur la ligne médiane. Donc il fallait jouer une passe longue et chercher un peu dans la mêlée un shoot à 3 points. Dommage qu'on n'a pas l'horloge ici pour savoir exactement. Regardez, déjà ce ballon est Jordan relayé par pour Jordan. l'anglais. Pippen fait une feinte et il a quand même une position à 3 points. Elle est presque bonne. En fait, bon, il met une brique parce qu'il a vraiment pas le temps de réfléchir. Mais ils ont quand même trouvé le moyen d'avoir au moins une possibilité d'égaliser. Avec Chicago, ce n'est jamais terminé. Ça, voilà. C'est clair. On l'a vu pendant tout le match avec cette égalisation à 79 partout pour arracher une prolongation. Et finalement, cette victoire, j'ai envie de dire un peu logique quand même de oui, Utah qui a bien sûr, mené le et match. mérité aussi. Et mérité. Utah qui mène 1-0 dans cette finale NBA. On peut dire que cette finale NBA démarre sur les meilleurs auspices. Hein. Oh là 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 là, quelle fin de match. Ouais, avec un énorme match de Brian Russell. On va rendre l'antenne assez rapidement. Avec donc, je vous rappelle, la victoire d'Utah 88-85. Rendez-vous dans 2 jours, vendredi, pour la deuxième manche qui paraît elle aussi être exceptionnelle et peut-être un petit peu plus ouverte. On va voir. En tout cas, rendez-vous vendredi. Tout de suite, on va s'intéresser au handball avec la rediffusion du match de championnat d'Europe entre l'équipe de France et l'Allemagne avec ce score de 5-4 en première mi-temps pour la France. Bye bye. À vendredi. Kretschmar avec Venta. Stéphane. Venta. Et l'arrêt de Varlotto. C'est important. Varlotto qui, malgré un début de match difficile, puisque face à lui il n'a que des contre-attaques, eh bien, on sent qu'il est bien dedans. Oui, il avait fait un excellent match d'ailleurs face à la Suède, puisqu'il avait effectué 7 arrêts avant d'être blessé. Fernandez qui passe, mais son tir est stoppé. Et encore une contre-attaque. Là, il faut du repli défensif côté français. Il y a eu un bon repli. Très très bon repli. Et heureusement. Cette fois-ci, ils ne se sont pas fait piéger. Oui, face à Bezicek. Martin Schwalb avec l'or. Daniel Stéphane. Kretschmar sur l'aile gauche. Voilà, on renverse avec Schwalb. Il faut fermer sur Venta, oui. Bien joué de la part de Gary Kervadec. Guillaume Gilles était légèrement débordé. Et c'est Gary Kervadec qui est venu doubler derrière. Voilà, on voit la belle intervention de Gary. Attention de ne pas saturer le porteur de balle. Et carton jaune pour Cédric Burdet. Vous voyez au ralenti là. Il faut imposer le combat physique aux Allemands, surtout face à Schwalb et à Venta qui sont des joueurs de plus de 35 ans qui vont baisser de pied au cours du jeu. Stéphane. Laure. Schwalb. Venta. Le décalage. Le décalage qui profite à Daniel Stéphane, le meilleur buteur de cette équipe d'Allemagne dans ces championnats d'Europe. 18 buts avant cette partie. Décalage parfait de l'équipe d'Allemagne avec un très beau travail de Venta. Un contre un, droite-gauche, qui a attiré le défenseur de Stéphane. Et Stéphane qui marque là son 19e but dans ces championnats d'Europe. C'est l'un des meilleurs buteurs de la compétition. Oui, c'est le 3e buteur de la compétition actuellement. Balle perdue par les Français.
Allez, il faut se reprendre simplement en attaque. En défense, ça tient le coup. On sait que c'est la base, la défense. Maintenant, en attaque, il suffit d'assurer les passes, prendre un petit peu de champ pour recevoir la balle lancée. Toujours le même problème. D'ailleurs, on se répète à chaque fois, mais c'est la base du handball. Et on sait qu'au niveau des passes, justement, ça n'avait pas été ça du tout contre l'Italie. Schwalb. Le tir de Daniel Stéphane, stoppé par Benoît Varlotto. Quel début de match de Varlotto. Quand vous pensez que ce joueur est arrivé au handball à 15 ans seulement, et pire encore, enfin pire entre guillemets, il s'est mis au poste de gardien, le voilà en gros plan, à 18 ans seulement. Stéphane. Et il arrive à passer. Christian Schwarzer. Schwarzer qui a fait la différence avec son poids. Il avait un défenseur derrière lui. Et il emmenait tout le monde avec lui. Regardez ça. Malgré Guillaume Gilles, son bras a réussi à trouver l'ouverture. C'est vrai qu'il a un gros pourcentage de réussite au tir, Christian Schwarzer, à plus de 72%. Fernandez, Jackson Richardson avec Golic. Oh là, Golic, c'est difficile pour Karvadek. Penalty pour défense en zone. Avec Colpert qui était sorti face à Karvadek. Enfin, en fait, il pensait que la balle était perdue. Regardez comme il sort. Et l'occasion pour la France d'égaliser à 6 partout, alors que la France avait toujours mené jusqu'à présent dans ce match. Bien, les Allemands, sur le dernier but de Schwarzer, avaient pris l'avantage pour la première fois. Allez, Golic pour égaliser. Voilà, ça c'est bien, parce qu'il a affaire à un des meilleurs gardiens du monde actuellement, Jan Olpert, qui était sacré meilleur gardien de la Super Cup au mois de mars en Allemagne. Et l'entraîneur Heiner ne l'avait pas fait jouer à Bercy, justement pour cacher un petit peu son jeu. C'est vraiment le digne successeur d'Andreas Thiel, qui était la grande vedette de l'équipe d'Allemagne ces 10 dernières années. On joue depuis un peu plus de 19 minutes. Le score est de 6 partout entre les Français et les Allemands. Et là, il y a eu une petite faute qui a empêché Christian Schwarzer de recevoir cette balle. Alors bien évidemment, on est ici à Merano, dans le nord de l'Italie, dans les Dolomites. Mais le but est marqué là par Marcus Borg, sous les acclamations du public, en grande majorité allemande. C'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de chemin à faire pour se déplacer à Merano, qui est à la limite de la frontière autrichienne. Alors déjà, il y a la proximité, et puis en plus, évidemment, le handball a été inventé au départ par les Allemands. Le championnat le plus fort du monde est en Allemagne. Et le handball, là-bas, jouit d'une popularité assez exceptionnelle. Tous ces phénomènes conjugués donnent une colonie de supporters assez impressionnante. L'arrêt superbe du gardien face à ce tir de Jérôme Fernandez. Et Kretschmar qui marque sur jeu rapide. Toujours récupération de balle après ce tir manqué de Jérôme Fernandez. Contre-attaque immédiate, Kretschmar tout seul à son aile gauche. Patrick Casal avec Stéphane Stocklin, Fernandez, Golic, Jackson Richardson, Fernandez. On joue avec deux pivots. Et Stocklin avec un superbe arrêt encore une fois de Jan Olpert. Quel gardien. Schwarzer. Et ça va. Et le but de Daniel Stéphane. Ça va toujours aussi rapidement du côté allemand, en montée de balle et en contre-attaque. Et alors que la France menait 2-0, là ça fait 9-6 pour l'Allemagne. L'Allemagne culmine à 75% de réussite au tir, c'est exceptionnel. Ça ne va pas durer, il faut l'espérer. Et 38% seulement pour l'équipe de France, vous voyez un petit peu la différence. Patrick Casal, voilà. qui marque. Ça c'est un joueur au tir extrêmement rapide, c'est le joueur idéal pour jouer dans les intervalles, pour tirer dans les intervalles. C'est ce qu'il fait parfaitement, personne ne l'attend, il accélère simplement avec son bras. Là il va doucement sur ses appuis et tout d'un coup il déclenche. Patrick Casal qui n'avait pas joué les 2 premiers matchs contre la Lituanie et la Suède, qui a marqué 3 fois contre l'Italie avant-hier. Holger Lohr
avec Martin Schwalb. Bauer. Stéphane. Ça va vite du côté allemand, ça va très vite. Allez, il faut la monter cette balle, il faut vite la monter. Et Jackson qui perd le ballon. Alors qu'au départ, c'était l'arrêt de Benoît Varloto qui avait provoqué cette montée de balle. À sa décharge, la balle a fusé sur le terrain. Et Kretschmar qui ne trouve que le poteau. Heureusement. Ouais, parce que là, l'écart en faveur des Allemands était monté à +3, +2 avec le but de Patrick Casal. Et bien voilà les Français qui ont l'occasion de revenir directement. Il faut marquer sur cette possession avec Stocklin, Casal, Fernandez. Toujours 2 pivots côté français. Stéphane Stocklin, Kervadec, Stéphane Stocklin. Oh là là, qu'il est fort, Stéphane Stocklin. Tire légèrement désaxé, il entraîne avec lui le défenseur, il entraîne avec lui aussi le gardien. Et un coup de poignet, recroisé, regardez ça. Il entraîne tout le monde avec lui. Quelle classe. Voilà, ça revient. 2 buts de suite pour les Français. Bauer avec Holger Lohr. Daniel Stéphane. Bauer à nouveau, le meneur de jeu. Bauer qui rentre deuxième pivot. Et on va travailler pour Stéphane et Schwalb. Et la faute. Et les Allemands jouent vite. Avec le but marqué par Daniel Stéphane. Là, il va falloir quand même lever le bras, mais c'est la tête que Cédric Burdet a mis devant Stéphane et qui s'est fait ouvrir l'arcade. Oui, c'est la main de Stéphane qui termine sa course sur la tête de Cédric Burdet. Alors on va le refermer rapidement avec du série strip. Il ne sort pas, donc il ne sera pas recousu. 2 buts d'avance en faveur de l'équipe d'Allemagne. Il reste dans cette première période un peu plus de 6 minutes à jouer. Kervadec qui décale Casal. Et cette balle qui sera pour les Français. Il y a pénalty là, mais il se fait accrocher le bras de l'aile. L'arbitre a pensé que le défenseur n'avait touché que le ballon. Bah oui, bien sûr. Mais bon, ça s'est passé juste devant nos yeux. Patrick Casal. Oh, quel but de Patrick Casal. Le même techniquement, c'est-à-dire qu'il est monté sur son appui gauche. Il est gaucher, je vous rappelle. Hein. Il est monté sur son appui gauche. Les Allemands attendaient qu'il redescende sur son appui droit et il déclenche tout de suite. Lui aussi, il a du bras. Hein. Il a du bras, il est très très rapide. Alors que vous voyez Cédric Burdet ensanglanté avec l'arcade complètement ouverte. Et vous venez d'apercevoir, justement en parlant d'entraîneur, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne avec les moustaches. Ils en ont changé récemment d'entraîneur, les Allemands. Oui, il y a, juste après Atlanta d'ailleurs, ils ont fait appel à Heiner Arnaud, pardon. Oui, interception de Jackson Richardson. Allez, il faut aller au bout, Jackson. Et le but est accordé. Alors que, et ils ont peut-être raison d'ailleurs, les joueurs allemands qui étaient sur le banc avaient précisé à l'arbitre que Jackson était déjà dans la zone. Mais il y a une faute de Schwalb. Mais comme il y avait une faute, il déséquilibre complètement. C'est sûr qu'il est en zone. Enfin, les arbitres ont raison de laisser jouer. Regardez la faute de Schwalb. Oh, quelle adresse aussi. Donc j'en reviens à mon explication sur l'entraîneur allemand. Il a repris les rênes de l'équipe d'Allemagne après Atlanta. C'est un entraîneur qui a joué à Gummersbach, qui a 45 ans et qui a 130 sélections en équipe d'Allemagne. Stéphane avec Bauer. Lohr qui passe et qui marque sur son aile droite en 1 contre 1. Ah, il a réussi à passer. Et oui, parce que la Golic a fait confiance un petit peu au gardien. Il laisse Lohr tirer dans un angle un petit peu fermé. Guillaume Gilles. Faut soigner ses passes, c'est là, c'est du handball ça, si on veut réaliser de grandes choses. Guillaume Gilles, le tir à la hanche, c'est raté. Repli défensif les Français. Stéphane. Avec Schwarzer.
Venta. Bord. Schwarzer qui perd ce ballon. La contre-attaque pour les Français avec Patrick Casal tout seul. Il marque. Non, le pied dans la zone. Là, les arbitres sont bien placés, il n'y a aucun problème. Et en plus, C'est quand même dommage. Thierry Perreux qui est à côté de nous, qui est encore mieux placé que nous a dit pas de problème, il y a zone. Oui. Et ces images le confirment. Thierry Perreux, rappelons-le, ou plutôt pour les novices en matière de handball, champion du monde avec la France en 95 à Reykjavik, qui est ici avec un poste de consultant et qui a permis, il faut quand même le rappeler, Thierry Perreux, à l'équipe de France de la presse de remporter le match de la presse hier. C'est vrai qu'il a été très très bon, il a fait une très très belle prestation face aux Allemands. Il était formidable. MVP du match de la presse et la France a battu les Allemands hier. On espère que ça va continuer aujourd'hui avec les pros. D'un petit but, mais enfin c'était gagné quand même. Regardez la faute au ralenti de Guéric Carvadec. 69% de réussite au tir pour les Allemands, donc un pourcentage très très haut. Sous le regard de Cédric Burdet. Et de Daniel Costantini. Marcus Bord. Daniel Stéphane. Bord qui rentre deuxième pivot, qui va travailler pour Stéphane. Venta. Kretschmar. Et le but de Stéphane Kretschmar. Oh, les passes ont été très très rapides. La balle a brûlé les doigts des Allemands sur 3 passes, accélération, passe volleyée sur l'ailier Kretschmar. Vous venez de voir la tête de Stéphane Kretschmar avec ce look si particulier, les cheveux décolorés et surtout des petits pansements à chaque oreille sur l'arcade également. Alors, ce ne sont pas des blessures. Hein. Ce ne sont pas des blessures. C'est que Stéphane Kretschmar est un adepte du piercing et il est donc percé un peu partout. La faute sur Guéric Carvadec, évidemment pour protéger les autres et surtout pour se protéger, eh bien il doit évidemment masquer toutes ces traces de piercing, ce qui lui donne ce look un petit peu particulier. Et si quelquefois son maillot était arraché, on aurait d'autres surprises. Ah oui. Ça, on attend. Hein. On attend. Bon. Mais il y a peu de chance de voir son maillot arraché, on y reviendra. Un garçon qui détonne un peu. Jackson Richardson, Guillaume Gilles. Guillaume Gilles feinte le tir est contré et la balle sera donc pour les Français. On entre dans la dernière minute de jeu. L'équipe d'Allemagne mène 12-10 dans cette première mi-temps. Mais la balle est pour l'équipe de France. Les voilà, ça tombe bien, magnifique. On est complice avec le réalisateur sur cette action. Stéphane Kretschmar en gros plan. Un joueur très sympathique d'ailleurs, ouais. qui voudrait bien venir jouer en France. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça, on l'imagine plus en plein milieu d'un défilé sur la Love Parade à Berlin que sur un terrain de hand. On l'imagine bien avec un pantalon en plastique et un t-shirt moulant. Hein. Vous irez lui dire. Ah non, mais le pire, c'est qu'il va sûrement porter ça. Et le tir en appui de Guillaume Gilles. Toujours tir dans l'intervalle, prendre cette défense de vitesse. Tir désaxé, superbe. Le corps à 90 degrés. Un but de retard, il reste un peu moins d'une minute. Kretschmar. Il n'est pas question de prendre ce but. Bord avec Venta. Stéphane. Renversement, Venta qui décale Kretschmar sur l'aile. Venta qui cherche l'ouverture. Stéphane, Venta. Voilà, Venta bonne défense. bien stoppé. Bonne défense, 20 secondes. Bord, Venta. Allez, faut tenir et Stéphane et le but de Daniel Stéphane. Superbe croisée des Allemands. Vite les Français, 4 secondes. Jackson Richardson qui a bien failli surprendre le gardien de l'équipe d'Allemagne, Jan Olpert, sur ce tir de très très loin. C'est dommage parce que là l'équipe d'Allemagne retourne au vestiaire avec 2 buts d'avance. Le score 13-11. Retour à Merano, on joue depuis 3 secondes dans cette deuxième période.
Et la balle est pour l'équipe d'Allemagne. L'Allemagne qui mène 13-11. Et l'entraîneur Rainer qui continue de faire confiance à ses anciens. Schwalbe, Venta. Avec la balle qui passe au-dessus, mais il y a eu une faute apparemment de Kervadek sur Daniel Stéphan. Schwarzer, Holger, Laure. Cette fois-ci, c'est Laure qui est rentré deuxième pivot. Stéphan avec Schwalbe. Bien stoppé par Kervadek, Venta. Ah, faut s'imposer en défense là. Attention. Ils le font. Carton jaune pour Patrick Casal. Non, pour Didier Linard. C'est Didier Linard qui prend le carton jaune. Au départ, je croyais aussi que c'était Patrick Casal. Et le but! Eh oui, Stéphane dans la foulée. Stéphane dans la foulée qui est venu au contact de Didier Linard, qui a déclenché au-dessus de l'épaule de Didier. Daniel Stéphan, si vous avez vu le match à Bercy entre la France et l'Allemagne, vous vous en souvenez, la France menait d'un but et le coach allemand avait sorti son gardien pour provoquer une supériorité numérique. Et c'est justement Daniel Stéphan qui avait remplacé le gardien comme joueur de champ, qui avait marqué à 3 secondes de la fin du match, qui avait permis aux Allemands d'égaliser, mais la France avait quand même remporté le tournoi de Bercy au goal average. Exact. C'est une tactique qui est employée justement lorsque une équipe est menée, que le score est très serré. On fait sortir le gardien, on fait entrer un 7e joueur de champ. Alors que l'on voit Jackson marcher juste avant de déclencher son tir, mais comme il était accroché, eh bien la balle sera toujours française. Et là, il y a à nouveau 3 buts d'écart pour les Allemands, donc il faut marquer avec Guillaume Gilles, victime d'une faute lui aussi. La faute de Klaus-Dieter Petersen. Jackson Richardson, Stéphane Stoklin, renversement pour Golic. La balle est sortie. Lorsque Golic a récupéré ce ballon, elle était derrière la ligne de but. Attention, danger d'entrée de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et on sait que les Français ont toujours du mal à rentrer dans le match, enfin à rentrer en deuxième mi-temps. Il y a toujours 5 minutes difficiles. Un changement de défense du côté français avec Jackson qui prend en individuel strict Venta. Et derrière, il faut que ça boucle. Schwalbe. Avec Stéphane. Et le but de Daniel Stéphan. Quelle erreur dans la défense française. Quelle erreur dans la défense française avec simplement une feinte de passe. Regardez, feinte de passe de Stéphane. Gary Kervadek est parti. Ce qui permet à Stéphane de se présenter tout seul face à Christian Gaudin qui a pris la place de Barlotto. Ça va mal. 4 buts d'écart, c'est le plus gros écart de cette partie. Avec l'arrêt sur Patrick Casal, mais Jackson Richardson a récupéré cette balle, heureusement. Golic, non. L'arbitre a sifflé parce que là, Kretschmar semble être touché. Vous avez vu le changement de gardien du côté de l'Allemagne, on vient de vous le montrer en gros plan. C'est Henning Fritz qui joue à la place de Jan Olpert. Henning Fritz qui joue à Magdebourg avec Gary Kervadek. Il y a un autre Allemand aussi qui joue dans l'équipe de Magdebourg, c'est Kretschmar. Lui aussi coéquipier de Garrick. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que et Kretschmar et Kervadek sont les deux joueurs, ils sont coéquipiers en club, qui ont eu le plus de temps de jeu au sein de leur équipe nationale. Ah, ils sont peu sortis. Plus encore d'ailleurs pour Kretschmar que pour Kervadek, on y reviendra. Là, c'est Henning Fritz que vous voyez, qui pour l'instant n'avait pas un énorme pourcentage d'arrêt. 28%. Stoklin pour l'avion. La balle est touchée. C'est pour ça qu'elle est montée aussi haut, parce que c'est vrai que ça lui ressemble pas, Stéphane Stoklin. Jackson Richardson. Stoklin, Guillaume Gilles qui monte en suspension. Et 2 minutes pour Petersen. Puisqu'il a poussé Guillaume Gilles en suspension. Eh ben, ça tombe plutôt pas mal quand même, il faut le dire, alors que la France est menée de 4 buts, qu'elle est en réelle difficulté en ce début de deuxième mi-temps. Elle va jouer en supériorité.